Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 valeurs qui sont au top de leur forme en ce moment sur les marchés français, que vous pouvez donc ajouter à votre PEA et qui matchent parfaitement avec ma philosophie d'investissement. Et dernièrement, j'ai pris le temps de regarder ma chaîne YouTube dans son ensemble. Bon, il y a des trucs qui commencent sérieusement à dater. Le fait est que j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune vidéo dans laquelle je parlais précisément, clairement de ma philosophie d'investissement. J'ai jamais pris le temps de le faire parce que déjà de 1, je ne savais pas si ça vous intéressait et puis de 2, moi j'évoluais en même temps que vous sur les marchés et donc quelque part, je n'avais pas encore bien défini quelle était cette philosophie-là. Aujourd'hui, j'estime que j'ai assez avancé pour comprendre un petit peu plus ce que je souhaitais faire et ce que je souhaitais laisser transparaître au travers de mon portefeuille. Donc c'est pour ça que maintenant je sais un petit peu plus, je me connais un petit peu mieux. Donc je vais prendre le temps dans cette vidéo de vous expliquer dans une première partie quelle est cette philosophie d'investissement. D'autant plus que dernièrement, j'ai été amené à partager cette dernière et sur BFM Business et sur Zone Bourse au travers d'un article investissement responsable et performant. Et donc du coup, vous pouvez lire cet article, vous pouvez regarder cette intervention sur BFM, mais sachez voilà que aujourd'hui, je vais essayer de vous détailler en quelques points cette philosophie-là pour vous, la communauté YouTube. Je suis un investisseur actif, activiste et optimiste, responsable, qui investit dans une logique de long terme, mais qui est en mesure d'arbitrer ses positions sur le moyen terme. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de définir ma philosophie d'investissement. Et c'est vrai que je parle très peu de stratégie. Quand quelqu'un me demande quelle est ta stratégie d'investissement, je vais pas répondre c'est du value, c'est du GARP, c'est du growth, c'est du dividende, etc. J'en ai parlé dans des vidéos pour présenter ça de manière générale, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça ne me correspond pas d'expliquer justement la composition de mon portefeuille avec ces mots-là, avec ces termes-là. Je préfère dire que je suis un investisseur responsable, actif, activiste et optimiste, même si c'est un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi je tiens vraiment à ces différents termes. Être actif, je suis certain que vous savez déjà ce que ça signifie, ça va en opposition de l'investisseur passif qui lui généralement investit sur les marchés financiers au travers de fonds indiciels. Il prend la performance de ces indices-là, il diminue grandement son risque spécifique en se diversifiant, il subit par contre de plein fouet le risque de marché, mais voilà, il fait une économie de cerveau, clairement, pour le choix de ses positions en portefeuille. Il se dit tout simplement, moi, sur le long terme, la performance des marchés me convient, la volatilité de cet indice est intéressante. Après, évidemment, il y a tout un choix pour sélectionner les bons ETF qui répliquent cet indice-là. Donc, il y a quand même un petit peu d'activité dans cet investissement passif. Le fait est que, moi, vous l'aurez compris, je suis fervent du stock picking. Donc, vous l'aurez compris, mon objectif, c'est évidemment de battre le marché. Mais pas seulement, c'est aussi du coup de donner un sens à mon portefeuille et d'être capable de me justifier sur la composition de ce dernier en accord avec ma philosophie d'investissement. Puisque c'est tout à fait normal que parmi mes clients, il y ait certaines personnes qui souhaitent investir avec cette même philosophie-là et qui ne vont pas forcément se concentrer immédiatement sur la performance. Alors pour moi, la performance, ça reste quelque chose de très important, même de central. Il faut savoir qu'il y a certains OPC dont l'objectif n'est absolument pas de surperformer le marché, mais au contraire justement de suivre une thématique d'investissement ou une philosophie d'investissement de manière très précise et en étant très rigoureux, sans faire d'écart. Moi au contraire, je vais plutôt mettre la performance au centre de ma philosophie d'investissement, mais je vais tâcher d'être le plus responsable possible au travers de mes positions. J'aimerais quand même ouvrir une petite parenthèse qui me semble très importante concernant la performance. Quand on est un investisseur long terme, on n'en a rien à faire de surperformer l'indice sur le court terme et sur une année. Moi j'ai de la chance, je me suis bien démerdé. Mes 2 premières années d'activité sur les marchés, j'ai réussi à surperformer le CAC 40 et le Stoxx 600. Pas de grand chose, mais j'ai réussi à les surperformer et ça me donne du coup peut-être un petit peu plus de légitimité sur mon stock picking. Mais si une année je viens à sous-performer un indice, c'est absolument pas grave puisque j'estime que les positions que j'ai en portefeuille ne sont pas là dans un objectif de se valoriser à des très hauts niveaux sur l'année. Ce n'est pas du tout mon objectif. Concernant la notion de activiste et optimiste, ça va finalement avec la philosophie d'investissement responsable. Donc je vais commencer par là. Être responsable, ça a plusieurs définitions dans le dictionnaire Larousse. C'est d'abord être en mesure de répondre de ses actes, mais ça c'est un petit peu le côté pénal si vous voulez. On est majeur, on est adulte,
Donc on doit être en mesure de répondre de nos actes, mais en fait désormais dans le dictionnaire, quand on regarde la définition de être responsable, c'est aussi respecter les valeurs du développement durable. Je ne savais même pas que c'était dans le dictionnaire, mais pourtant c'est quelque chose qui semble être du bon sens pour tout le monde aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que le développement durable? Et Dieu sait que ça a été compliqué de mettre une définition qui allait à tout le monde derrière cette notion-là, mais bon, c'est quand même la définition de l'INSEE qui remporte le concours. Eh bien, c'est tout simplement une forme de développement qui consiste à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et le développement durable, ça repose sur 3 piliers, et pas uniquement sur l'écologie, mais aussi sur l'économie et le social. En finance, on a des critères qui se sont développés, qui vont un petit peu dans ce sens-là. Ce sont les critères ESG pour environnemental, social et gouvernance. Ces critères, ils ne sont absolument pas matures. Et la manière dont un cabinet audite une entreprise pour l'évaluer sur ces critères-là n'est pas non plus aboutie. On en est encore à l'innovation, si vous voulez. Tout le monde n'est pas d'accord avec la manière dont les choses sont conduites. Moi le premier. Cependant, je vais quand même regarder les facteurs sur lesquels reposent ces critères et grâce à Refinitiv, je vais pouvoir retrouver toutes les réponses d'une entreprise aux questions qu'on leur pose pour justement essayer de les évaluer sur ces critères-là. Et moi, je vais me faire ma petite soupe, si vous voulez, avec toutes ces réponses. Je ne vais pas forcément juste regarder la note A 88 sur 100, B+, A-, etc. Ça, j'en ai un petit peu rien à faire. Mais je vais aller un petit peu plus loin dans cette notion de responsabilité. En fait, on a cette impression, c'est vrai que si dans notre portefeuille, on n'a pas des énergies vertes, on n'est pas du tout responsable. Et pourtant, je vous l'ai expliqué, ça va bien au-delà de ça. Et je le détaille vraiment bien dans l'article que j'ai écrit sur Zone Bourse. Et je parle un petit peu aussi de l'effet rebond écologique, etc. Donc, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le détour, je pense, du moins que ça vaut le détour. Le fait est que cette notion d'investissement responsable, et même qui respecte les critères ESG, etc., ça va bien au-delà du coup de l'aspect seulement environnemental. Et en plus, dans cet aspect respect de l'environnement, il n'y a pas du tout uniquement les énergies vertes qui rentrent en compte. Moi, ce qui me plaît énormément, c'est le PLM, c'est le Product Life Management, c'est la gestion du cycle de vie produit, parce que j'estime qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus pour faire de vrais progrès. Encore une fois, voilà, chauffer un bâtiment avec de l'électricité verte, c'est bien, mais si le bâtiment, c'est une passoire thermique et que si, dès qu'on arrive à gagner un petit peu d'impact carbone, eh bien, on fait grossir, on agrandit nos bâtiments, on met plus de murs, etc., ben pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, je me concentre vraiment sur des entreprises qui améliorent le cycle de vie produit et qui se basent à des étapes stratégiques de ce cycle de vie-là. Le recyclage fait partie d'une de ces étapes du cycle de vie. Je pense que c'est parmi les dernières, évidemment, les dernières étapes. Mais voilà, c'est des activités qui me plaisent énormément. J'ai aussi des producteurs d'énergie dans mon portefeuille, vous le savez, surtout au travers de Neoen et Albioma. Le fait est que il n'y a pas que ça, il y a tout un éventail très large d'activités qui s'offrent à vous et donc vous avez plein de possibilités pour construire votre portefeuille avec cette logique d'investissement responsable. Ne vous concentrez pas uniquement sur les producteurs d'énergie verte, ça n'a pas de sens. Les progrès, il faut qu'ils soient faits partout. D'ailleurs, le numérique, on le sait désormais, va occuper une place très importante dans notre futur et même dans cette transition écologique. Donc c'est un grand débat aussi en ce moment puisque les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du secteur du numérique augmentent à une vitesse grand V, mais on sait que cette transition passera par l'évolution du numérique et par l'amélioration de l'efficacité des chaînes de production grâce au développement du numérique. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur ma philosophie. Mais qu'est-ce que ça veut dire être activiste et optimiste? Alors, optimiste, ça se tient tout simplement par le fait que je pense qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie, qu'on est une génération qui se pose les bonnes questions, même s'il y a encore un gap énorme entre les discours et les actions. Il faut savoir que cette génération-là, elle est en train petit à petit de monter au bord de direction des entreprises et de prendre du pouvoir dans ces entreprises-là. Donc peut-être que dans 10 ans, 15 ans, et c'est même pas peut-être, c'est certain, on aura des gens qui ont cette éducation-là, qui ont cette philosophie-là au bord de direction et on pourra voir un petit peu plus loin vers l'avenir. Maintenant, être optimiste, c'est aussi faire confiance à certaines entreprises concernant les engagements de neutralité carbone, par exemple. Mais il faut savoir qu'on est en mesure de comprendre si une entreprise tient ses promesses, justement. Ce n'est pas la première fois que des entreprises s'engagent. Par exemple, la question de l'égalité homme-femme, que ce soit
le nombre d'hommes et de femmes au sein de l'entreprise, au poste de cadre ou les écarts de salaire entre ces derniers, c'est une question qu'on se pose depuis déjà très très longtemps. Et grâce aux critères ESG, on peut voir l'évolution, cette progression à ce niveau-là. Donc, on est en mesure, si vous voulez, de juger une entreprise si elle est capable de tenir ses promesses ou pas. Ce n'est pas la première fois voilà, qu'une entreprise s'engage et on n'est pas là à attendre 2030 et voir est-ce qu'ils ont bien réussi à réduire leurs émissions de 28%, etc. Par contre, moi je ne suis pas optimiste concernant la prise de conscience à l'échelle mondiale. C'est vrai que la COP26 est là pour nous le rappeler, il y a vraiment du ridicule dans ces situations-là. Mais cependant, je suis optimiste pour les directions qui sont prises localement par certaines régions. Par exemple, je vous propose de regarder le mouvement Fit for 55. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se tient à l'échelle européenne. Il y a beaucoup d'entreprises qui y participent. Et même, je vous conseille de regarder les philosophies et les engagements de certaines entreprises au cas par cas dans cet écosystème-là. Enfin, être activiste, c'est être acteur de ces investissements. C'est considérer son droit de vote, c'est se rendre en assemblée générale si on le peut, ou le faire en ligne, parce que désormais, il y en a plein qui se font en ligne et c'est vraiment des expériences extraordinaires. En tout cas, moi, ça me plaît. Et c'est aussi transmettre l'information, transmettre la connaissance. Moi, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je suis en train de vous transmettre ma philosophie d'investissement et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, être activiste, c'est ça, si vous voulez. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter sur cette première partie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Sans Cravate si ces vidéos vous plaisent. Allez, maintenant c'est parti, on va sur la deuxième partie concernant la présentation des 3 valeurs qui sont au top de leur forme. La première entreprise que je souhaite vous présenter, c'est Dassault Systèmes. Je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, mais de manière un petit peu plus cordiale, de manière un petit peu plus générale, si vous voulez. Là, je vais vous avancer les points qui m'ont permis de comprendre que cette entreprise répondait à ma philosophie d'investissement que j'ai développée juste avant. Donc, Dassault Systèmes, c'est une entreprise qui, dans un premier temps, s'est concentrée sur le PLM, c'est-à-dire le Product Life Management, j'en parlais déjà tout à l'heure, dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. En fait, son but, c'est tout simplement d'accompagner les ingénieurs au travers de logiciels de conception assistée par ordinateur, la CAO, et ces logiciels, ce sont des logiciels de pointe qui sont vraiment utilisés et reconnus dans le monde entier. C'est donc une entreprise qui, par nature, a déjà un impact très faible au niveau environnemental. On parle d'environ 3,67 tonnes de CO2 par million de dollars de revenus. Et son objectif, c'est de faciliter les échanges donc, entre les collaborateurs qui travaillent sur un même produit technique. Et la plateforme 3D Experience incarne d'ailleurs cette stratégie. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui utilisent cette plateforme 3D Experience. Mais aujourd'hui, ils vont bien plus loin que la CAO destinée aux ingénieurs, avec l'acquisition de Medidata, et on en avait parlé dans la vidéo de présentation de Dassault Systèmes, et l'ouverture d'esprit dont la direction fait preuve pour les domaines d'application de ce qu'ils appellent en fait les jumeaux numériques. Ce sont désormais aussi des chirurgiens, des chercheurs qui utilisent les produits du groupe. Ils passent un nouveau cap en fait tout simplement. Et sachez que dans les groupes tests, parmi les groupes tests pour le vaccin du Covid-19, il y en avait certains qui étaient virtuels. Et c'était des jumeaux numériques qui avaient justement été développés par les logiciels de Dassault Systèmes. C'est quand même fou. Donc, après s'être engagé dans le domaine médical en démontrant une nouvelle fois la puissance de ces logiciels, il est à mon sens naturel que le prochain défi de Dassault Systèmes concerne le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, Bernard Charles était passé sur BFM Business pour évoquer cette idée-là de maintenant s'intéresser au réchauffement climatique et à la transition écologique. En fait, leur idée, c'est de dupliquer l'ensemble d'une entreprise et de ses systèmes, de créer un clone numérique de l'entreprise pour ensuite être capable de comprendre où sont les étapes les plus énergivores. Et donc ce progrès, cette avancée numérique sur la maîtrise de la supply chain, la consommation et les émissions qui sont générées par cette dernière, elle sera sans aucun doute signée Dassault Systèmes. D'un point de vue financier, le compte de résultat du groupe est un cas d'école, tout comme son bilan et son tableau de flux de trésorerie d'ailleurs. Ses performances, c'est-à-dire ses marges, sont excellentes, les investissements et la dette sont maîtrisés, permettent de créer un bon effet de levier. La taille du bilan a doublé en seulement 5 ans, ce qui justifie tout simplement du développement de l'entreprise, avec une accélération évidemment en 2019 lors de l'acquisition de Medidata.
Le free cash flow, lui, connaît une croissance annuelle moyenne, donc moyennée sur 5 ans, d'environ 14%. Et le taux de surprise sur l'ensemble des publications est très bon, c'est-à-dire que généralement l'entreprise publie au-dessus des attentes. Cependant, du fait de ces résultats, l'entreprise a beaucoup de succès sur les marchés, on le sait, et elle s'échange à des ratios de valorisation qui sont relativement élevés. Je citerai par exemple un PER autour des 80 et un ratio capitalisation sur chiffre d'affaires autour des 10. Ce n'est pas pour autant que cette idée d'investissement doit passer à la trappe. La deuxième entreprise dont je voulais vous parler, c'est Saint-Gobain, et encore une fois, comme elle fait partie des entreprises du CAC 40, je l'avais présentée dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse, pensez à aller voir cette dernière pour une description plutôt générale de l'entreprise. Saint-Gobain, le géant des matériaux de construction, a évidemment un rôle à jouer dans la conception des bâtiments moins énergivores. C'est l'un des groupes les mieux placés pour initier et poursuivre un changement dans la sélection des matériaux dans ce secteur, et Dieu sait qu'il y a du travail, parce que par essence, l'activité du groupe est très polluante. 17 millions de tonnes de CO2 émis par an en scope 3 pour Saint-Gobain, une consommation de 880 000 kWh et 1133 mètres cubes d'eau par million de dollars générés. Et on le sait, les métiers du bâtiment constituent donc souvent un sujet sensible en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et pour ça je vous conseille de lire le rapport 2020 de Global ABC, c'est l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, je vous mets le lien dans la description. Et c'est vrai que Saint-Gobain montre depuis plusieurs années une véritable volonté d'être acteur de cette transition-là. Il repense ses infrastructures, privilégie les ossatures qui sont plus légères. Il s'inspire aussi de ce qui est fait à l'étranger, comme aux US par exemple, où ils utilisent énormément de bois. Et concernant Saint-Gobain, donc, il y a 70% de leurs matériaux aujourd'hui qui sont labellisés éco-responsables, et leur progrès ne s'arrête pas concernant les verres et les isolations techniques qui sont placées justement dans ces ossatures-là. Ils ont permis de cette façon d'abaisser de 50% quand même la masse des matériaux qui sont utilisés dans la construction de bâtiments classiques, et leurs engagements se traduisent par la stratégie Growth and Impact que l'on retrouve détaillée dans leurs documents d'enregistrement que vous pouvez retrouver partout sur Internet. Question finance, c'est vrai que le groupe est resté quand même pendant pas mal de temps dans l'ombre des stars de la cote. Sa croissance externe, l'intégration et le retour sur investissement de ses acquisitions a été vivement critiqué par le passé. Ils estimaient qu'ils achetaient à chaque fois trop cher et qu'ils n'arrivaient pas à rentabiliser leurs investissements justement. En 2020, le groupe a su se servir cependant de la crise sanitaire pour rebondir. La dépendance de leurs clients vis-à-vis de leur ensemble de solutions a été révélatrice du pricing power que possède l'entreprise. Cette notion de pricing power, elle est de plus en plus développée en analyse financière. C'est quelque chose de très important et on fait très attention à ça chez Zone Bourse par exemple. Ainsi, au troisième trimestre 2021, les prix des produits du groupe sont en hausse de 8% quand même et lui permettent de répercuter sans difficulté l'inflation des matières premières qui commencent déjà à voir leur prix décroître. Donc en fait, eux, ils ont réussi à augmenter le prix de leurs produits de 8%. Les clients sont en mesure d'absorber cette hausse des prix et ça va très bien à Saint-Gobain puisque eux, ils font la différence entre l'évolution des matières premières, de ce que ça leur coûte et leurs produits finis. On avait déjà parlé de tout ça dans d'autres vidéos. Cependant, on notera que question visibilité, c'est pas exceptionnel côté Saint-Gobain. Les états financiers du groupe restent très irréguliers. Malgré ça, le consensus reste très bon et soutient la belle tendance haussière dans laquelle évolue le cours depuis maintenant plus d'un an. Enfin, la troisième et dernière entreprise que je voulais vous présenter, c'est Schneider Electric. Alors là, pour le coup, elle fait partie du CAC 40, mais je ne l'ai pas encore présentée en détail sur une vidéo dédiée et je ne vais pas tarder à le faire. Schneider Electric, c'est à mon sens une très belle entreprise française qui est présente d'ailleurs dans plus de 115 pays et sa position de leader de la gestion de l'énergie explique sa réussite continue sur les marchés et son titre d'ailleurs d'entreprise la plus durable du monde, une récompense qui lui a été décernée par l'étude de Corporate Knights sur une sélection de plus de 8000 entreprises. En fait, son objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner ses clients dans le design de leur chaîne de production pour améliorer l'efficacité et l'impact environnemental de celle-ci. En fait, de plus en plus, on se rend compte que le business de Schneider Electric se rapproche de celui de Dassault Systèmes. Du point de vue financier, le parcours de Schneider, il est lui aussi exemplaire. C'est un véritable rouleau compresseur de la cote, pour reprendre les termes de notre cher Nicolas Chéron. La marge d'exploitation augmente de manière maîtrisée pour se loger à 16% sur le premier semestre 2021. La marge nette évolue quant à elle autour des 9%. Aucune inquiétude concernant le niveau d'endettement du groupe qui maîtrise son effet de levier à la perfection. Et à l'image de Dassault Systèmes, le free cash flow connaît lui aussi une croissance annuelle moyenne
moyennée sur 5 ans de 16%. Le consensus sur la valeur est cependant mitigé, mais plutôt quand même acheteur. Cela peut s'expliquer par les niveaux de valorisation atteints par l'entreprise courant 2021, un PER autour des 30 et un ratio capitalisation sur chiffre d'affaires environ égal à 3. Donc pour une entreprise de ce secteur-là, que l'on compare généralement à Legrand, eh bien c'est une entreprise qui est quand même relativement chère. En plus de se partager des fondamentaux extrêmement solides, ces entreprises évoluent donc dans un trend haussier très intéressant depuis la sortie de la crise. Ces entreprises, elles ont aussi l'avantage de développer des activités que tout le monde est en mesure de comprendre. On est sur des logiciels de conception, des logiciels de gestion, d'automatisme et du bâtiment avec Saint-Gobain. Et on n'est pas dans du cloud, de l'intelligence artificielle, même si Dassault quand même en utilise, mais on n'est pas dans ces univers-là, on n'est pas non plus dans les biotechnologies, etc. En tout cas des secteurs qui, moi, me font fuir directement parce que je ne comprends absolument rien. Donc là, c'est des secteurs que je comprends, c'est aussi pour ça que je vous présente ces entreprises-là. Aussi, honnêtement, il faut dire que les dirigeants de ces entreprises, que ce soit Bazin, Bataille ou Charles, par exemple, ils ont les pieds sur terre et on peut les entendre s'exprimer, donc que ce soit sur des plateaux ou on peut même les lire au travers de leurs communiqués de presse ou de leurs documents de référence. Et j'avoue que j'aime beaucoup leur manière de penser. Je trouve qu'ils comprennent quand même très bien le business dans lequel ils sont. Ils le comprennent aussi certainement bien mieux que moi et c'est tout à fait normal. Mais voilà, je trouve que c'est des gens qui ont les pieds sur terre et qui me parlent. Donc quand ils me parlent, quand ça me parle, voilà, ça me plaît. Et c'est aussi un petit avantage pour investir dans ces entreprises. Enfin, pour terminer, je trouve ça extrêmement important et pour cela, je me suis appuyé sur Indeed, Glassdoor et Refinitiv concernant la notation relative aux critères S, c'est-à-dire social de ESG. Eh bien, il faut savoir que ces entreprises sont très attractives aux yeux des jeunes talents. Il y a des très bonnes notes qui sont laissées par les salariés et les cadres sur Indeed et sur Glassdoor. Et concernant le taux d'embauche, les mécanismes de promotion et la satisfaction donc de ces salariés-là, eh bien, ça se passe très bien dans ces entreprises et c'est un grand plus à mon sens. Voilà les investisseurs sans cravate, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Elle était particulièrement longue mais vraiment scindée en deux parties distinctes mais fusionnelles. J'espère que vous avez fait un petit peu votre choix, que vous avez regardé soit l'une d'entre elles, soit les deux. Faites-moi savoir en commentaire si vraiment ces vidéos sont trop longues et si ça vous ennuie ou si au contraire vous adorez que je partage ma philosophie d'investissement et qu'en même temps j'en profite pour présenter quelques valeurs qui peuvent potentiellement vous intéresser pour votre PEA. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à bientôt. Pensez à liker la vidéo. Ciao ciao.